Au cercueil de mon fils, elle m'a dit, très bas, mais assez fort pour que les coussins de rose l'absorbent comme un bruit. Sors d'ici, tu n'es plus de la famille. Je me suis contenté de sourire. Pas par fierté, pas par mépris, mais parce que je savais que les sourires gardent les mains libres. Elles m'ont servi plus tard. La chambre funéraire sentait l'encens cher et le cuir neuf. Devant nous, un corbillard noir brillant attendait comme une voiture de représentation. Tout était impeccable. Rubans, coussins matelassés, une rangée de fauteuils en velours, où les invités chuchotaient comme si l'air était un vase fragile. J'avais enfilé ma veste usée, celle qui gardait encore l'odeur d'huile et de câble. J'avais passé ma vie à réparer moteurs, pas à repasser colle. À côté de moi, Patricia portait une robe qui semblait avoir été dessinée pour abriter des certitudes. Elle tenait le rôle que ses mots confirmaient, la garde de la scène, la directrice des gestes. Roberto était couché là, propre, comme on le met au monde une seconde fois pour le regard des autres. Son visage n'avait plus cette insolence que j'avais connue, mais la main que j'aurais voulu serrer était froide, bien ordonnée, entourée de fleurs que je ne pouvais me permettre. Je le regardais et je me rappelais des huiles, des clés, des mois passés à lui apprendre à tenir un moteur dans sa tête avant de lui apprendre à tenir la vie. « C'est mieux que tu partes, papa », dit-elle encore cette fois à voix haute, pour que tout le monde entende. « Tu fais une scène. Tu ne comprends pas que nous avons organisé quelque chose de convenable. » Plusieurs têtes acquiescèrent. Les visages se pliaient à la mise en scène. On dirait aujourd'hui que les vêtements et les fleurs gouvernent la douleur, qu'on mesure la légitimité d'un chagrin au luxe de la décoration. J'ai senti sur mon visage la brûlure d'une humiliation silencieuse. Mais je ne suis pas du genre à donner à l'orgueil la satisfaction de l'explosion. J'ai reculé, lentement. J'ai pris le temps de respirer. Et j'ai écouté. Je n'ai pas quitté le cimetière. Je suis resté à l'écart près d'un banc où Donna Conceição, notre voisine de toujours, me tenait la main en tremblant. Elle avait vu grandir Roberto. Elle savait que le fils avait hérité d'un caractère que rien n'avait assoupli. Les gens venaient par politesse, prenaient une photo pour un profil, disaient « condoléances » et rentraient. Patricia dirigeait tout, et ceux qui suivaient sa cadence semblaient penser naturellement que la vérité s'ajustait aux apparences. Je ne retiens pas les humiliations pour les ressortir comme des épées. Je les garde comme des pierres dans une poche, pour les lancer le jour où il en faudra pour bâtir quelque chose de juste. Mais ce soir-là, l'humiliation m'a servi à mesurer le terrain. J'ai compris que nous n'étions plus autant des confidences et des gestes familiaux. Nous entrions dans un théâtre où chaque acte fait loi. Avant que la cérémonie ne se termine, l'une des assistantes des pompes funèbres est venue me voir. Elle avait les mains propres, le regard professionnel de ceux qui travaillent avec la mort tous les jours et qui savent que la dignité se tient parfois dans un détail. « Monsieur Valdemar », dit-elle doucement, « nous avons trouvé quelque chose dans le costume, une feuille, cousue à l'intérieur, près de la poche. Le directeur pense que vous devriez la voir. » À ce moment-là, le monde a fait un petit bruit comme un moteur qui cale puis reprend. Je suis resté immobile, parce que la surprise a ce pouvoir étrange. Elle vous arrête ou vous met en marche. J'ai suivi la femme dans un couloir au fond du salon, où le parfum d'encens s'est estompé pour laisser place à l'odeur tenue du varech et du papier. On m'a tendu une enveloppe minutieusement glissée entre le tissu et la doublure du costume. La couture avait un fil, un point discret. Quelqu'un, peut-être Roberto, peut-être un ami, avait pris le soin de cacher quelque chose à l'abri des regards. J'ai ouvert l'enveloppe avec les doigts qui savent manipuler écrou et boulon. À l'intérieur, un billet plié en deux. L'écriture était basse, presque pressée, comme si l'auteur avait voulu que le message n'ait pas l'air d'être écrit pour la foule. Un testament manuscrit. Quelques lignes. Une désignation claire. À mon père, Valdemar, la maison au 23 de la rue des Atlas, la quote-part majoritaire de la société mécanique Silva & Fils, et le bénéficiaire de la police d'assurance mentionné ici. Il y avait une date, et une signature tremblante. Roberto. Je suis resté un instant à regarder ce papier, plus petit que tout ce qui l'entourait, plus vrai que les fleurs. Dans la chambre funéraire, la vie continuait autour du cercueil. Mais pour moi, ce papier ouvrait une fenêtre. Si le mot « testament » peut faire croire à des batailles, ici, il est apparu comme une clé.
Une clé cousue dans un costume funèbre. Qui fait les plans comme ça? Un homme qui a appris que la vie peut s'arrêter trop tôt. Un homme qui n'a pas eu confiance dans les seuls mots murmurés. Je n'ai pas crié victoire. Les documents sont des choses fragiles face aux habiletés sociales et aux discours bien montés. Mais ce papier avait la force d'une preuve matérielle. On ne peut pas croire un souffle. On peut lire une signature. À peine ai-je refermé l'enveloppe que Patricia est entrée dans le petit bureau, le sourire calculé, la voix mielleuse. « Monsieur Valdemar, vous êtes bien ?» Elle saisit mon visage comme pour vérifier s'il tenait encore. « Il faut que tout se passe bien pour Roberto. Nous devons penser à la famille et peut-être que vous devriez rentrer, prendre du repos. » J'ai senti la réplique surgir, chaude, comme une étincelle, mais je l'ai contenue. Un vieux dicton m'apprenait qu'on ne gagne pas une dispute au milieu des condoléances. Je me suis contenté de répondre en mesurant chaque mot. « Je vais rester, Patricia. Et merci pour votre organisation. » Le sourire est resté au bord de son visage, mais j'ai vu la surprise rapide, comme un radar qui décèle une irrégularité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai prorogé mon deuil en gestes. J'ai rangé l'atelier pour ne pas me perdre dans l'immobilité. J'ai combiné les clés. J'ai relu des manuels. Mais surtout, j'ai commencé à compter. Les chiffres sont un rituel chez moi. Ils donnent une logique que les émotions n'offrent pas. Combien coûte un enterrement de luxe dans notre quartier? Combien vaut une maison? Combien fallait-il de billets pour acheter le silence? Je sais que l'argent et les actes laissent des traces. Actes de propriété, contrats de société, extraits bancaires et polices d'assurance. Je sais aussi que les mensonges, quand ils rencontrent des documents en bonne et due forme, perdent de leur superbe. Le lendemain, je suis retourné à la maison. Ma femme, Claudia, avait toujours insisté pour tenir un registre. Factures, contrats, papiers importants. Après sa mort, et elle était partie quelques années avant Roberto, j'avais gardé l'habitude. Une armoire au sous-sol avec des boîtes étiquetées. Ce sous-sol que j'appelais mon porão sentait la poussière et les vieux outils, mais il sentait surtout la sécurité. Là, entre un manuel de frein et une boîte d'écrou, reposaient des feuilles officielles qui racontent la vie d'un homme mieux que n'importe quel discours. Les premières feuilles que j'ai tirées étaient l'acte de propriété de la maison au 23, daté du 15 juin 1998. Le timbre était usé mais lisible. Ensuite, les statuts de la société mécanique Silva & Fils, signés par moi, Roberto et un notaire en 2007, attestant de la répartition des parts. J'y figurais comme associé majoritaire avec 51%. Il y avait aussi des extraits bancaires qui montraient des virements réguliers et une police d'assurance souscrite par Roberto en 2019, mentionnant un bénéficiaire principal. Le nom était gribouillé, mais une fiche annexe précisait qu'il pouvait être modifié. Les documents formaient un tableau, la maison, la société, l'assurance, des colonnes et des signatures, des probabilités. Je ne suis pas homme à vouloir tout comprendre tout de suite. Je classe, je numérote, je tends un fil entre chaque document comme on tend un câble pour guider une remorque. À mesure que les pages s'étalaient, un motif se dessinait. Tout se mettait en place pour que la vérité officielle coïncide avec ce qui avait été cousu dans un costume funèbre. Si le testament trouvé confirmait ma place, ces documents la soutiendraient. Et si la croyance publique se fondait sur l'apparence que Patricia avait présentée, la réalité, elle, reposait sur des actes. Le voisinage commençait à murmurer. J'ai reçu des visites. Jessica, l'agente immobilière du coin, est passée par politesse. « Ça a été, Valdemar ?» dit-elle en s'attardant sur la photo de Roberto. Elle connaissait le prix des maisons dans notre rue, et son visage s'est assombri quand j'ai mentionné l'acte. Vous savez, si vous avez besoin de conseils, je peux vous aider à évaluer. J'ai pris note de son offre, mais je savais que l'évaluation ne serait pas un geste d'amitié. C'est la façon dont les affaires se nouent et se dénouent. Je suis allé voir Donna Conceição. Elle m'a dit des choses simples, comme elle sait le faire. Garde ta tête droite, Valdemar. Les gens qui parlent fort sont souvent ceux qui ont peur. Elle avait vu Patricia marcher avec une assurance qui n'était pas la sienne, et elle m'a rappelé que la bonté n'était pas synonyme de faiblesse. Ces paroles, je les ai emportées comme une attestation morale. Mais on ne construit pas une défense sur la morale seule. 2 semaines après l'enterrement, la société, qui entre-temps continuait de tourner grâce aux mains de Lucas, mon apprenti, avait besoin de pièces importantes pour une commande. Lucas,
jeune et avide d'apprendre, est venu me voir avec les dossiers fiscaux en main. Il a 23 ans, des mains rapides et un regard qui accepte de se salir pour apprendre. Je l'ai pris pour témoin plus que pour garçon de course. « Tu veux apprendre la mécanique et tenir la boutique ?» lui ai-je demandé. Il a hoché la tête avec une franchise sans détour. Je lui ai montré comment lire un contrat, comment vérifier un extrait bancaire. Transmission ne se limite pas à démonter un moteur. Elle inclut le sens des papiers qui font tourner un commerce. Un soir, en classant les relevés bancaires, j'ai remarqué un virement important fait peu avant le décès de Roberto. Une somme destinée au compte de sa femme, correspondant à une vente présumée d'un bien. Curieux, j'ai noté la date. 15 jours avant l'accident. Ce n'est pas une preuve de malveillance, mais c'est un indice qui entre dans le tableau. L'argent a des trajectoires que l'on peut suivre. Je réservais mes jugements, mais je relevais les couleurs et les directions des flux. Je suis allé voir le dossier d'assurance. La police mentionnait un montant substantiel, assez pour couvrir dettes et laisser une base, et listait un bénéficiaire principal, avec possibilité de modification écrite. Si le testament cousu désignait un bénéficiaire distinct, la concordance entre ces mentions ferait basculer la situation vers la réalité juridique. Si elles divergeaient, le combat resterait un duel de phrases et d'interprétations. Je ne me réjouissais pas des chiffres. Je les regardais comme on observe une carte pour décider d'un itinéraire. Pendant ce temps, la pression sociale sur Patricia commençait à monter, mais pas comme je l'aurais souhaité. Les rumeurs glissaient sur son nom, et certains la regardaient avec suspicion, comme on scrute un moteur qui ne démarre pas. Cela dit, je voyais aussi la complexité humaine. Elle était jeune, elle avait une fille à nourrir, une histoire qui pouvait expliquer le contrôle, la peur de perdre ce qu'elle avait acquis. Je m'efforçais de garder un regard nuancé. La colère n'allait pas gouverner mes actions. La justice, oui. Puis un matin, j'ai trouvé une lettre glissée sous ma porte. Un mot sans signature qui disait simplement « Faites attention, tout le monde parle ». C'était une mise en garde ou un encouragement. Je l'ai mis dans la pile d'épreuves, comme on met une vie sans réserve. Les gens parlent, certains protègent, d'autres dénoncent, la plupart se taisent. La parole fuit dans les coins. J'ai compris alors que si je voulais que la vérité ait un poids, il me faudrait produire des documents en quantité suffisante pour qu'ils ne puissent être balayés par des discours. La découverte du testament avait été le déclencheur. Mais ce morceau de papier, seul, n'était pas armé pour faire tomber des mises en scène. C'était une porte entr'ouverte. J'ai commencé à préparer la suite comme on prépare un moteur pour un long trajet. Vérification des pièces, identification des intervenants, appel à un spécialiste. La procédure demande méthode. J'ai appelé le docteur Mario Silva. Je l'appelle docteur non par snobisme, mais parce qu'il a fait son droit comme un médecin soigne ses diagnostics. C'est un homme discret, au regard direct, qui ne promet pas l'invraisemblable. « Docteur, j'ai trouvé un testament, lui ai-je dit. Sa réponse a été simple sans chaleur inutile. Il faut le recenser, le dater et le confronter aux autres documents. Je peux vous aider à assembler un dossier. » Ces mots étaient l'équivalent d'une clé à molette tendue à la bonne longueur. J'ai senti que je pourrais compter sur lui pour transformer l'intuition en mouvement légal. Je me souviens alors d'une scène. Le matin où Roberto avait remis les clés de l'atelier à sa place pour la dernière fois. Il m'avait dit en plaisantant « Ne laisse pas Lucas me remplacer trop bien, hein ?» J'avais ri. Comment deviner que les gestes ordinaires deviennent des indices précieux? Maintenant, chaque geste prend une signification. Les clés laissées sur la table, un dossier fermé sur une étagère, un virement bancaire. Tout se parle quand on apprend à écouter. Les semaines qui ont suivi furent une économie de gestes. J'ai photocopié l'acte, fait des scans des statuts, noté les relevés. J'ai laissé les originaux où ils étaient, parce que toucher aux originaux sans raison est aussi un risque. Mais j'ai constitué une copie. J'ai invité Mario à voir les documents. Nous avons parlé en voix basse comme deux ouvriers qui discutent d'un plan avant de souder. « Si le testament est authentique, a-t-il dit, il faudra notifier les parties et demander une vérification auprès du greffe. Mais attention, il existe des délais et des formulations qui font toute la différence. » Il parlait avec la prudence d'un homme qui sait que le papier est léger et que les mots pèsent lourd. Je l'ai écouté, hochant la tête, notant les étapes. Je ne pouvais pas avancer sans méthode, et je ne voulais pas laisser la précipitation devenir ma faiblesse.
À mesure que les pièces s'alignaient, la tension extérieure augmentait aussi. Des regards, des questions à demi-mot. Un journaliste, Anna Paula, m'a contacté après avoir entendu des murmures. « Monsieur Valdemar, est-ce vrai que vous contestez les arrangements ?» J'ai répondu que pour l'instant je rassemblais des preuves. Je n'avais pas besoin de la presse comme tribun. La presse peut être un allié ou un cyclone. Je préférais la discrétion. Et il y eut ce soir où je suis retourné à la maison de Roberto pour fouiller un peu plus. Ses affaires, rangées dans des cartons, parlaient d'un homme qui aimait la simplicité, mais qui se prévoyait. J'ai trouvé des correspondances, des notes, des factures. Dans l'une d'elles, une mention. Assurance vie prise, le 02-009-2019. Possibilité de désigner un bénéficiaire par écrit. C'était une deuxième main qui venait serrer la première. Les choses se rejoignaient en étoiles. Documents trouvés dans le costume, police d'assurance, statut de propriétaire. Tout cela signifiait que la narration imposée à la cérémonie pouvait être confrontée par des preuves tangibles. Je n'étais pas aveuglé par ces trouvailles. Elles ne donnaient pas automatiquement la partie. Mais pour la première fois depuis l'enterrement, j'ai senti que je n'allais pas partir battu. Les 3 éléments, un testament cousu, des papiers d'archives et une volonté de vérifier, formaient un enchaînement plausible. J'ai informé Lucas que pour l'instant, il devait conserver précieusement tous les registres. Je lui ai dit, « Tu gardes tout. On ne jette rien. » Son regard s'est élargi comme s'il comprenait qu'il était désormais plus qu'un apprenti. La tension que je veux vous laisser ici n'est ni théâtrale ni violente. Elle est faite d'attentes et d'un projet calculé. J'avais désormais la feuille cousue contre la doublure et dans mon sous-sol, la carte de la propriété et les statuts de la société. Entre ces 2 lieux se jouait la plus simple des batailles, celle de la vérité contre l'apparence. J'ai rangé les copies dans une chemise que j'ai placée sous le fauteuil à portée de main. La nuit tomba sur la rue des Atlas, et la maison resta éveillée, pleine de petites lumières. Je savais que l'étape suivante demanderait un courage tranquille. Convoquer, notifier, confronter. Mais je ne voulais pas précipiter la scène dans laquelle tout se déciderait devant témoins et papiers timbrés. Il y avait dans tout cela une question plus vaste que la propriété ou la somme d'argent. Quel héritage laisse un homme? Roberto avait cousu un testament, oui, mais il avait aussi, pendant des années, appris à quelqu'un à remplacer un écrou, à sentir un moteur. S'il y avait des comptes à régler, je voulais qu'ils servent une finalité. Non pas la vengeance, mais la réparation et la transmission. C'est avec ces pensées que je me suis arrêté. Une fois l'enveloppe refermée, la poussière du sous-sol sur mes vêtements, et la maison encore pleine du parfum des fleurs. J'ai pensé à Patricia, à ses yeux qui se fermaient parfois sur une peur, et j'ai pensé à Lucas, qui venait chaque matin comme un futur que je pouvais encore modeler. La route était tracée, mais elle n'était pas encore parcourue. Le matin suivant, alors que le soleil se glissait entre les volets, je me suis assis à table, le testament posé devant moi comme une promesse fragile. J'ai pris la décision de faire les choses en ordre. J'ai appelé Mario pour fixer un rendez-vous officiel. Et j'ai commencé à rédiger une liste, actes à vérifier, témoins à contacter, notifications à envoyer. C'était le début d'un mouvement qui, je le sentais, ne serait ni simple ni rapide, mais il était nécessaire. Je relevais les manches, au sens propre comme au figuré. La mécanique et la loi ont ceci de commun. Elles demandent des outils bien choisis, de la patience et une main qui ne tremble pas. J'avais tout cela à ma disposition. Et plus important encore, j'avais l'histoire cousue par mon fils. Un fil fragile mais irréfutable, qui me rappelait que, parfois, la vérité garde ses forces dans les détails les plus discrets. Je me souviens très bien du jour où j'ai pris le dossier en main et où j'ai décidé que nous n'irions pas au combat avec des cris, mais avec de la paperasse bien ordonnée. Mario avait insisté sur la méthode. On commence par vérifier l'authenticité, m'a-t-il dit, puis on notifie. Les choses sérieuses se déroulent sur des feuilles timbrées, pas dans les salons. C'était à la fois rassurant et dépourvu de romance, efficace comme une clé à cliquet. La première étape nous a menés au greffe. Le bureau sentait le papier et la cire des tampons, des guichets, des sourires réservés, des piles de dossiers. Mario a sorti la copie du testament cousu, l'original étant resté au salon funéraire sous la garde des pompes funèbres,
et il a demandé une vérification de la signature. On m'a expliqué qu'on pouvait lancer une procédure pour faire reconnaître le document, qu'on devait déposer une requête, joindre les pièces d'état civil et présenter les témoins. J'ai noté tout ça avec la même précision que le numéro d'une pièce à changer sur un vieux carburateur. Le greffier, homme aux lunettes rondes, a posé une question que je n'avais pas anticipée. Connaissez-vous quelqu'un qui peut attester de la manière dont le document a été placé? J'ai répondu, les pompes funèbres ont trouvé la feuille. Elles en sont témoins. C'était simple, sans fioriture. Le greffier a pris des notes, a tamponné, puis m'a donné un calendrier, 8 à 12 semaines, pour une procédure ordinaire selon les services. Les délais administratifs ont ce don de faire redescendre l'adrénaline et d'installer la patience comme une alliée. Pendant ces semaines d'attente, notre quotidien a repris ses rouages. L'atelier tourna grâce à Lucas. Les commandes furent honorées. Mais la vie, désormais, avait un bruit en plus, celui des rumeurs. La journaliste Anna Paula a publié un article sobre, sans excès, qui relatait les faits et citait uniquement ce qui était prouvé. C'était utile. La presse, bien maniée, peut être un révélateur de vérité plutôt qu'un brasier. J'ai reçu ce matin-là un coup de fil du directeur des pompes funèbres. Monsieur Valdemar, nous avons conservé l'original. Il est dans notre coffre, mais sachez que nous sommes prêts à témoigner de ce que nous avons trouvé. Entendre ces mots m'a donné une sécurité. La découverte n'était pas qu'un fait anecdotique raconté au café. Elle avait un professionnel pour en attester. Je lui ai dit merci et je lui ai demandé de nous remettre une attestation écrite, datée et signée. Il a paru soulagé de rendre service. Mario a ensuite pris la plume pour envoyer des notifications officielles. Un courrier recommandé à Patricia, signifiant la mise en cause de la répartition patrimoniale et l'ouverture formelle d'un processus de vérification. Le message était sec, poli, implacable. Nous vous informons qu'un testament manuscrit a été découvert et que nous engageons les démarches légales appropriées. Il a ajouté que, tant que la situation n'était pas tranchée, toute décision concernant les biens devait être suspendue. C'était la formule qui économise des affrontements. La loi, dans sa lenteur, pose des limites. La réaction de Patricia n'a pas été explosive. Elle a été d'abord théâtrale, puis désorganisée. Elle est venue au comptoir de la mécanique, à regarder les outils, afin de ne pas comprendre. Je pensais que nous réglerions ça en famille, m'a-t-elle dit, la voix pleine d'un tremblement calculé. Je l'ai regardée sans haïr, mais sans céder. Les choses se règlent par écrit, ai-je répondu. La vérité administrative a ce pouvoir. Elle rend les sentiments incapables de prétendre des droits. Un des moments que je n'oublierai pas s'est déroulé à l'agence immobilière où travaillait Jessica. Je l'avais prévenue que je viendrais montrer des documents. J'y suis allé avec Mario et une copie légalisée des statuts de la société. J'ai posé les feuilles sur la table, j'ai attrapé la tasse de café qu'on m'offrait et j'ai attendu. Patricia est arrivée peu après, accompagnée d'un homme qui, j'appris plus tard, était son supérieur direct. Elle avait ce sourire qu'on met en vitrine quand on croit que la vitrine est indestructible. Je n'ai pas cherché à humilier, j'ai posé les faits. Voici l'acte de propriété, ai-je dit. Voici les statuts de la société, avec ma part majoritaire notée. Voici la copie de la police d'assurance. Et voici l'attestation des pompes funèbres confirmant la découverte d'un testament manuscrit. Les feuilles étaient lourdes d'encre et de timbre. Le silence s'est installé, pas humiliant, mais solennel. Les gens autour nous ont écoutés. Patricia a essayé de réciter l'histoire qu'elle avait tissée aux funérailles. Dettes, dépenses, nécessité d'une gestion prudente. Mais sa narration rencontrait maintenant un mur de documents. Son supérieur, l'air embarrassé, n'a pas su comment soutenir ce récit. Quelques clients qui attendirent dans l'agence se sont levés, pas pour m'applaudir mais pour voir, comme on va regarder un moteur avant de l'acheter. Un murmure a parcouru la salle. Est-ce vrai? Le mot vrai a un pouvoir de chute plus lourd que les reproches. J'ai senti la crédibilité de Patricia se défaire, non par une vengeance personnelle, mais par la logique des pièces justificatives. Les jours suivants, sa position a commencé à vaciller. Des clients se sont retirés, des prospects se sont rétractés, son employeur a préféré prendre ses distances. Je ne me suis pas réjoui de la chute de quelqu'un, je la trouvais simplement conforme aux effets de la vérité établie.
On ne gagne pas d'honneur en voyant quelqu'un perdre le sien, mais on peut constater que les conséquences sociales appellent souvent à l'humilité. Sur le plan strictement administratif, tout n'était pas pour autant résolu. Les délais du greffe ont pris leur cours. Nous avons demandé une expertise graphologique pour renforcer notre dossier, et Mario a préparé un dossier pour le notaire. Ces démarches coûtent du temps et de l'argent, et j'en ai payé la facture comme on paie une pièce détachée, nécessaire et sans drama. J'ai tenu à ce que tout soit propre, net, irréfutable. Une des interventions les plus humaines est venue de Donna Conceição. Elle a organisé dans la salle paroissiale une petite réunion où voisins et amis sont venus parler plus que pour prendre parti. Ils avaient des souvenirs, des gestes, des détails sur Roberto, sur la manière dont il s'occupait de la maison et sur sa relation avec moi. Ces témoignages n'ont pas valeur juridique directe, mais ils ont pesé socialement. Ils ont montré que la communauté savait. La force d'un homme ne se mesure pas seulement à ce qu'il possède, mais à la manière dont il a été vu. Pendant la période de changement, j'ai continué à penser à l'après. Que faire de la maison, de la société? Mon but n'était pas de faire fuir une belle fille en détresse, mais de préserver ce qui soutenait une famille, y compris les moyens de subsistance de la petite fille de Roberto. J'ai donc envisagé des solutions mesurées. Maintenir la maison pour y loger la petite fille le temps qu'elle termine l'année scolaire, veiller à ce que Lucas ait une place officielle dans la société, et organiser une mise au point claire avec un acte notarié. Mario m'a aidé à rédiger un protocole. La maison resterait à mon nom. La gestion de la société serait partagée avec Lucas sur une base contractuelle, et une provision serait étudiée pour la protection de la mineure. Ce n'était pas une compassion naïve, c'était de la prudence humaine. Quant à Patricia, elle a choisi de partir du domicile. Je lui ai proposé de rester le temps nécessaire pour organiser un déménagement, mais sans la façade d'autorité qui avait précédemment guidé son comportement. Elle a accepté, non sans tristesse, et elle a demandé de l'aide. J'ai proposé qu'elle s'adresse à la CRS locale pour un accompagnement social. Elle a refusé au début, puis accepté quelques semaines plus tard quand la réalité quotidienne a montré que la maison n'était pas un simple accès à un héritage. C'était un lieu de responsabilité. Je veux insister sur un point. Je n'ai jamais cherché à ruiner quelqu'un. Les conséquences qu'elle a subies étaient la résultante de son comportement public et de la véracité des documents. La société a ses règles, elles s'appliquent à tous, mais je n'ai jamais souhaité la destruction. Quand elle est revenue 5 mois après, plus calme, sans l'arrogance, nous avons parlé. Ce n'était pas une scène de pardon spectaculaire. C'était une conversation sobre. J'ai fait des erreurs, m'a-t-elle dit un jour, assise sur la chaise de la cuisine. Je pensais me protéger. Je n'ai pas vu que je blessais. Ses yeux n'étaient pas vides de remords factices. Je sentais quelque chose de sincère. Nous avons parlé de la petite, de la maison, des responsabilités de chacun. Je lui ai proposé une solution. Elle pourrait faire partie d'un projet de formation pour adultes si elle voulait apprendre à mieux gérer des dossiers et des clients. Elle a accepté. Ce n'était pas une capitulation. C'était une mise au travail. C'est ici que Lucas entre pleinement dans l'histoire. Je me suis arrangé pour officialiser sa position. Nous avons actualisé les statuts de mécanique Silva & Fils. Il est devenu associé à 30% et gestionnaire opérationnel, avec l'engagement que la gestion quotidienne serait supervisée par moi pendant une transition. Nous sommes allés chez le notaire, avons signé, avons payé les timbres. Ce procédé montre une chose qu'on oublie parfois. La transmission ne s'improvise pas. Elle s'écrit, se tamponne, se rend visible. Lucas a reçu une clé symbolique, la clé du tiroir où l'on garde les acomptes. Il en a pleuré presque, pas de colère, mais d'émotion. Le jour où nous avons repris la devanture de l'atelier, j'ai fait une petite plaque, simple. Mécanique Silva & Fils, tradition et savoir-faire. Ce n'était pas pour la vanité. C'était pour signifier que la maison reprenait son activité normale, ouverte à la communauté. Nous avons fait une journée portes ouvertes où j'ai expliqué aux voisins comment lire une facture, comment reconnaître un contrat, ce que signifiait être propriétaire. Je me suis rendu compte que mon héritage n'était pas seulement un acte notarié, c'était aussi la capacité à transmettre des compétences pratiques. Patricia, de son côté, a entamé un parcours de réorganisation. Elle a suivi des ateliers de gestion et de relations clients proposés par la mairie. Ce n'est pas une conversion miraculeuse,
mais une reconstruction. Elle a trouvé un travail chez un entrepreneur qui cherchait quelqu'un pour organiser des locations. Il ne s'agissait pas d'un retour au pouvoir, mais d'une chance de redéfinir sa vie. Elle a accepté un emploi modeste et a commencé à reconstruire sa dignité avec des heures et des tâches. Tout cela s'est déroulé sans grand spectacle. J'ai préféré laisser les actions parler. Parfois, la dignité se regagne en silence, entre des signatures et des gestes répétitifs. Un jour, elle m'a apporté une tarte. Pour remercier, a-t-elle dit. Je l'ai remerciée et j'ai invité la petite fille à manger un morceau avec Lucas. Les tensions se sont apaisées ainsi, par de petits gestes quotidiens. La communauté a fini par rétablir son regard. Les voisins ont compris que les apparences peuvent mentir, mais que les documents, eux, ont une mémoire qui ne se laisse pas tromper aussi facilement. J'ai reçu des messages d'excuses, des invitations à des cafés, des paroles de soutien. Anna Paola a écrit un deuxième papier, cette fois sur la manière dont une famille avait su gérer la crise en combinant patience, preuve et humanité. Cela n'a pas effacé la douleur initiale, mais cela a rétabli un certain équilibre. Sur le plan personnel, j'ai transformé l'épreuve en projet. J'ai lancé, modestement, des ateliers gratuits pour les jeunes du quartier. Initiation à la mécanique, lecture d'un contrat, gestion d'un petit budget. J'avais en tête le besoin de transmettre plus que des tours de clé. Transmettre la capacité à lire la réalité à travers ses papiers. Lucas a aidé, très appliqué. Les après-midi, on voyait une dizaine de jeunes penchés sur un moteur ou sur une feuille de calcul rudimentaire. Ce sont ces moments que je veux retenir. Un épisode m'a marqué. L'arrivée d'un jeune du quartier, fils d'un ouvrier qui ne savait rien des papiers. Il m'a demandé si apprendre à lire un contrat était difficile. Non, lui ai-je dit. C'est comme démonter un carbu. Tu prends une photo, tu regardes les pièces, et tu remets dans l'ordre. Il a souri, comme on sourit quand on comprend enfin quelque chose de compliqué. C'est à ces sourires-là que j'ai su que l'héritage de Roberto se propageait autrement qu'en argent, en compétence et en confiance. Le temps a passé. Le greffe a validé la procédure, la signature du testament a été reconnue comme authentique après des vérifications graphiques et la production des pièces complémentaires. Je ne veux pas entrer dans des détails juridiques compliqués, mais le résultat fut simple. Les actes concordaient et la situation a été régularisée. La maison est restée à mon nom. La société a été mise à jour. Des mesures de protection pour la mineure furent mises en place. Rien d'extravagant. Une mise en ordre conforme à l'intention de celui qui avait pris la peine de coudre un papier dans un costume. Ce geste discret avait trouvé son chemin. Au fond, ce qui m'a le plus touché n'a pas été la reconnaissance administrative, mais la manière dont les personnes ont choisi d'exister après la crise. Patricia a suivi une thérapie de groupe proposée par l'association du coin. Elle a appris à gérer ses peurs. Lucas est devenu plus confiant, capable non seulement de régler un problème mécanique, mais aussi de remplir un bordereau et d'échanger avec un client sans crainte. La petite fille a gardé sa routine d'école, et j'ai pris soin qu'elle ne perde pas ses repères. La communauté, elle, a retrouvé un équilibre. Je ne prétends pas que tout s'est arrangé parfaitement. Il reste des cicatrices. Les regards ne sont pas immédiatement innocents. Les paroles blessantes laissent des traces. Mais il y a aussi des actes réparateurs. J'ai pardonné certaines choses, et j'ai posé des limites fermes à d'autres. La justice pour moi n'était pas une vengeance mais une remise en ordre. Lors d'une soirée d'hiver, j'ai invité quelques personnes à l'atelier pour un petit repas. Nous avons parlé de choses simples, d'un ancien moteur, d'une mallette d'outils, des recettes de la voisine. Patricia est venue, sans détour, et a apporté des gâteaux. Elle a posé sa main sur la table comme on pose un outil qu'on compte reprendre. Nous avons parlé, sans dramatique, mais avec franchise. J'ai compris l'importance des papiers, m'a-t-elle dit. Et des gestes. J'ai trop compté sur l'apparence. Cette phrase, je l'ai accueillie sans triomphalisme. Le vrai triomphe n'est pas de voir l'autre à terre, c'est de le voir se relever. Le jeune qui avait demandé si lire un contrat était difficile est aujourd'hui employé à temps partiel à l'atelier. Il range les factures, apprend à gérer un stock. 1 an plus tard, il signe déjà de petites commandes. Je lui ai donné un petit carnet où il colle les factures et note les montants. Il sourit quand il voit son nom sur un document administratif.
C'est un petit geste, mais ce sont ces gestes qui fabriquent un avenir. Je pense souvent à Roberto. À l'homme qui, dans un geste discret, avait cousu un papier. Peut-être pensait-il que le monde était trop instable pour s'en remettre aux seules paroles. Peut-être voulait-il s'assurer que son père ne resterait pas sans rien. Je ne sais pas quel poids l'a poussé à ce geste. Je sais seulement qu'il a eu la sagesse de prévoir et la délicatesse de protéger. Il m'a laissé une leçon pratique. Prévoir, écrire, rendre clair. La leçon que j'essaie de garder et de transmettre est simple. D'abord, gardez vos papiers en ordre. Ce n'est pas une injonction comptable, mais une protection pour les temps où le monde devient confus. Ensuite, la dignité ne s'achète pas à prix d'or. Elle se construit par des gestes répétés, par la constance d'un travail bien fait. Enfin, transmettre, c'est plus que léguer une maison, c'est apprendre à quelqu'un à lire un document, à poser une signature, à tenir une comptabilité minimaliste. C'est offrir des repères. Je termine cette histoire sans joie triomphante ni venin. Ce que j'ai gagné, c'est un rétablissement de la vérité et la possibilité de transformer une épreuve en enseignement. Lucas et moi travaillons désormais avec une autre énergie. Former, stabiliser, préparer la relève. La petite fille rit encore parfois dans la cuisine. Patricia, quand nous nous croisons, a un salut plus humble. Elle travaille. Elle se répare. Je garde la feuille que Roberto a cousue. Parfois je l'ouvre et relis sa main précipitée. Elle est jaunie, marquée d'un pli. Je sais qu'un document ne remplace pas une présence, mais il peut être un guide. La vraie richesse, je l'ai mesurée dans les mains qui tiennent une clé, dans un jeune qui apprend, et dans le souffle retrouvé d'une communauté. Si vous avez vous-même vécu des moments où la vérité a été cachée par les apparences, partagez dans les commentaires. Racontez d'où vous regardez. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour d'autres récits où la patience et l'épreuve prennent la place des cris. Et souvenez-vous, le testament le plus précieux n'est pas toujours celui cousu dans un costume. Souvent il tient dans la manière dont on enseigne une tâche, dont on apprend à lire une feuille, et dont on garde la dignité en travaillant, jour après jour.